Donc c'est parti. Alors le premier point auquel vous êtes assez familier en soins palliatifs, c'est d'envisager la personne dans sa globalité, de s'interroger sur... C'est une médecine finalement de la globalité, de la complexité, en constatant, dans le cas du cancer ou de d'autres maladies, bon, moi je suis cancérologue, donc à chaque fois je vais prendre comme illustration clinique le cancer, que la personne malade a une souffrance finalement qui est pluridimensionnelle, a une situation qui est complexe, et qu'à une réponse complexe, il y a une réponse qui appelle le groupe et une médecine intégrée. Alors je vais définir déjà ce que j'entends pour moi par complexe, et complexe pour moi une situation dont on ne peut pas faire le tour tout seul. Je peux regarder Notre-Dame de Paris de face, mais je n'en verrai à ce moment-là qu'une partie par rapport à quelqu'un qui la décrirait en vue aérienne ou par derrière, par les côtés, par l'intérieur. Et l'idée, c'est de considérer que si on veut avoir toutes les vues, la globalité d'une personne, il y a besoin de plusieurs regards et non d'un seul, aussi performant soit-il. D'où le besoin de pluridisciplinarité, de pluriprofessionnalité de groupe, et également d'intégration des professionnels dans le processus décisionnel. Alors un point sur lequel il faut peut-être s'arrêter, parce que les médias ont tendance systématiquement à parler des grands progrès sous l'angle des nouvelles guérisons, des cas spectaculaires, etc. C'est qu'à la fois l'évolution de la population en âge et le progrès médical ne génèrent pas plus de guéris, mais à la fois des nouveaux besoins et des personnes qui vont être capables de vivre longtemps avec une maladie grave qui éventuellement était très rapidement fatale auparavant, qui souvent va le demeurer, mais éventuellement après une période où il est possible de vivre avec la maladie durablement, des années, voire plus. Et donc on passe d'un système binaire, soit je meurs, soit je guéris, soit je meurs, à un système qui est ternaire, je ne guéris pas, je vis avec la maladie, et puis dans un deuxième temps, j'en décède. Alors ça change complètement l'organisation même de la médecine, la manière de la penser, et du coup, ça nous incite, ça nous oblige à nous adapter, et ça nous permet aussi de prédire qu'il y a un certain nombre de choses qui vont forcément survenir, en particulier des augmentations de dépenses de santé. Ça découle très logiquement de ça. Alors, pour y répondre, le modèle ancien, classique, il y a d'abord les soins dits curatifs, et puis, quand ça ne marche pas, il y a les soins palliatifs, et qui a encore quand même, il y a un effet d'imprégnation rétinienne très présent. En fait, il tend à être remplacé, on va le voir dans les recommandations internationales, par un modèle où on propose d'intégrer les soins palliatifs le plus tôt possible. D'où le schéma du dessous, et vous allez voir que même le schéma du dessous est caduque pour un troisième schéma. Donc l'OMS préconise, pour toute maladie chronique évolutive mortelle, qu'on envisage d'intégrer la dimension palliative du soin, toutes les valeurs que vous évoquez et les soins que ça implique, non pas à la dernière minute, mais finalement, dès que la maladie grave est diagnostiquée. Souvent, pour l'expliquer, je dis il n'y a pas de raison que la dignité soit un problème qu'on ne considère qu'à la dernière minute. On a le droit d'avoir une vie digne, non seulement en fin de vie, mais dès le début. Et dès le début de la maladie, pour ce qui concerne celui qui s'occupe de la maladie. Du coup, ça donne ce changement-là. Vous voyez, ça, c'est la Société américaine de cancérologie, qui propose comme évolution de schéma, vous voyez, la place des soins palliatifs, la surface jaune, cette fois-ci, elle occupe la moitié du temps de la surface de soins d'emblée. Et non plus, vous voyez, on n'est plus dans un schéma séquentiel, on n'est plus dans un schéma progressif, on est dans un schéma intégré, c'est-à-dire où on envisage de travailler ensemble dès le constat de la maladie grave. Et là, je vais malheureusement pas prêcher pour ma paroisse, c'est le moins qu'on puisse dire. On va voir que ma spécialité pose un certain nombre de problèmes. Je pense que vous y êtes confrontés régulièrement. Mais à l'échelle internationale, on constate que les cancérologues ont tendance à consacrer leur temps de consultation, de relationnel, essentiellement à évoquer l'opérationnel,
Vous avez un cancer, on va faire une chimiothérapie, après on refera un scanner, on discutera de la chirurgie, vous allez aller en hôpital de jour, on va mettre un site implantable, je vous donne des ordonnances contre les nausées, on se revoit au bout de 3 cycles. Plutôt qu'à voir ensemble quel objectif de soins on se fixe, quelles limites éventuellement on envisage, c'est une autre consultation, c'est une autre manière de voir, évidemment, hein, et qui est globalement totalement absente des consultations de cancérologie telles qu'elles sont. On peut craindre que ça ne s'améliore pas spontanément, puisque le nombre de malades augmente, mais pas le nombre de médecins. Donc le temps de consultation baisse, évidemment. Donc cette complexité qui explose par la chronicité, le vieillissement, elle aboutit aussi à ce que les gens aient plusieurs maladies chroniques graves en même temps, éventuellement. Et là, on paye l'organisation du soin actuel, puisqu'on a surspécialisé. Donc le cancérologue, il regarde le cancer, le diabétologue regarde le diabète, et ainsi de suite. Et donc on s'expose à ce que la personne soit morcelée, à ce que le parcours soit chaotique, faute d'une synthèse globale et d'une intégration globale des problèmes. Alors pour vous en donner une illustration, ça je vous raconte là l'histoire d'un malade du service. Le chef de clinique fait le constat que ce patient a un cancer du rein avec des métastases pulmonaires. Et à l'époque, il y a un nouveau médicament qui n'a pas encore l'AMM, mais qui va l'avoir. On est en ATU. Et il l'obtient à l'ATU, donc il est super content. Il va donner accès à l'innovation à ce malade. Et d'ailleurs, depuis, c'est un médicament effectivement de référence très important dans le cancer du rein métastatique. Et qui, par ailleurs, a un effet anti-angiogénique. Et donc, c'est un malade qui a un cancer du rein métastatique, c'est un produit qui est efficace dans le cancer du rein métastatique, il lui donne, super. Enfin, il a fait son boulot de cancérologue, on a envie de dire. Mais, sur le même scanner, à un endroit où le cancérologue ne regarde pas, l'artère mésentérique supérieure, on voit qu'il y a des calcifications. Vous voyez, il y a une plaque d'athérome ici. Et en fait, le médicament anti-angiogénique va décoller la plaque d'athérome, et le malade va faire un infarctus mésentérique, et il meurt. Donc, le cancérologue avait fait le top de ce qu'il pouvait faire en tant que cancérologue, mais objectivement, il n'a pas rendu service au malade. Donc ça nous a quand même pas mal secoué, parce que ça veut dire que notre façon de penser, en monodisciplinaire, même en faisant le mieux qu'on sache faire, elle peut aboutir à l'inverse de ce qu'on voulait. Donc, là, il y avait un problème de regard, parce que la réponse, elle était sur le scanner. On pouvait voir sur le scanner qu'il y aurait un problème. Et quand on montre ça à un cardiologue, il nous dit « Bah oui, vous êtes des nazes. Ça se voyait qu'il y avait une plaque d'athérome instable. » Mais nous, on ne savait pas regarder des plaques d'athérome instables. Donc c'était une autre compétence, c'était un autre regard qui était nécessaire. Et ça, c'est un problème qui se pose de plus en plus. Si on regarde le malade par un seul angle, même performant, même compétent, même expert, on va aboutir à des catastrophes. Alors la réponse au défi de la complexité, c'est le groupe. C'est-à-dire, justement, là, il eût fallu un regard d'un cardiologue ou d'un radiologue averti par rapport au danger des anti-angiogéniques. Donc, c'est sortir de la relation médecin-malade exclusive, duale, avec le médecin référent qui, parce qu'il est le médecin référent, décide de tout le parcours, de toutes les décisions, sans rétrocontrôle. Et donc on peut dire que la réponse à la complexité, c'est la médecine que j'appelle la médecine intégrée, les anglo-saxons disent intégrative oncologie, et qui finalement repose sur 3 dimensions essentielles: la précocité de l'intervention, son caractère systématique par opposition à la demande, c'est-à-dire que ce n'est pas si j'y pense qu'il faut se regarder si ce malade a un problème au niveau de son artère, c'est systématiquement avant de commencer. Et le 3e point, c'est ensemble, parce que si le cardiologue était venu voir l'artère, mais que de toute façon je ne tiens pas compte de son avis, ça ne sert à rien. Donc le problème, c'est une intervention précoce, systématique plutôt que quand j'y pense, et 3e, aboutissant à une décision qui n'est pas forcément celle que j'avais envisagée, mais qui peut être modifiée par le regard du groupe par rapport à un regard unique. Et ça, ce besoin de précocité, pour commencer par cet élément de la médecine intégrée, tous les spécialistes qui interviennent sur un besoin ou un risque le réclament. On contrôle mieux des douleurs qui ne se sont pas installées, on contrôle mieux
le parcours d'une personne âgée si on a évalué sa situation de fragilité avant qu'elle ne la décompense. On peut intervenir sur une dénutrition précocement, plus efficacement que quand la personne a perdu 25 kilos. On peut éviter des accidents médicamenteux si on regarde les interactions avant de faire la prescription. Et si on arrive au malade, si on a eu un temps de discussion anticipée, de connaissance de ses préférences, on va éviter des situations de crise par la suite, par connaissance de ce qui fait sens pour lui. Donc cette notion de précocité, elle est centrale dès lors qu'on s'intéresse aux besoins et aux risques du parcours de soins pour le malade. Alors là, vous voyez, c'est un exemple de papier qui est publié par les références internationales sur la nutrition qui disent il faut absolument que vous nous mettiez au début du parcours de soins, pas à la fin. Si vous nous appelez quand vous ne savez plus quoi faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Et finalement, tout le monde dit la même chose. Le pharmacien dit ça, le gériatre dit ça, tout le monde dit ça. L'autre élément essentiel, c'est comment décider, parce que j'ai un collègue d'un cynisme inouï qui me dit « Moi, j'appelle toujours l'équipe de soins palliatifs parce que ça me permet de coder pour mon séjour soins palliatifs et le séjour, du coup, est mieux facturé. Mais évidemment, je n'en tiens pas compte. » Donc, évidemment, si c'est ça, appeler des ressources et un autre regard, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Ce qu'il faut, c'est que les personnes qu'on appelle et qui vont apporter un regard puissent influencer la décision. Donc ça intervient quand on va s'intéresser au rapport bénéfice-risque. Un autre temps est de s'interroger, est-ce que ce rapport bénéfice-risque fait sens pour le malade? C'est-à-dire si je vous dis, vous avez une chance sur 100 de rechuter de votre cancer du sein, je vous propose une chimiothérapie, est-ce que le fait de passer d'une chance sur 100 à 0,5 chance sur 100 justifie à vos yeux les inconvénients de la chimiothérapie ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez me le dire. Donc il y a un temps qui est un temps d'expert de la maladie, le rapport bénéfice-risque, et il y a un temps qui est l'évaluation du sens que ça a pour la personne, et là, le médecin se tait et écoute ce que lui dit la personne. On ne peut pas le deviner à sa place. Tel que c'est actuellement, on est actuellement dans une médecine du consentement. Hein, on demande des consentements éclairés, etc. C'est pas le top de l'éthique, ça. Hein, parce que le consentement, c'est souvent de faire le choix de la moins mauvaise option. Si je vous dis, avec un revolver sur la tempe, soit je vous mets une balle, soit je vous viole, le fait que vous choisissiez de ne pas vous prendre une balle dans la tête signifie pas que vous avez envie d'être violé. Hein? Et donc, si je vous dis, je vous propose une chimiothérapie et une chirurgie, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Le fait que vous allez dire oui, ça ne veut pas dire que vous rêviez d'avoir une chimiothérapie et une chirurgie et qu'en pesant le pour et le contre, vous auriez forcément fait ce choix par rapport à des options alternatives. Donc, ça pose le problème pour toutes les maladies chroniques et évolutives graves d'essayer de passer d'une médecine du consentement, qui est finalement centrée sur le médecin. Voilà ce que je veux faire, vous êtes d'accord? À une médecine du respect des préférences de la personne, qui suppose donc de les recueillir. Pour les recueillir honnêtement, il faut avoir informé honnêtement, c'est-à-dire avoir dit le pronostic. Parce que si vous ne savez pas que c'est grave, vous ne pouvez pas prendre une position très claire sur ce que vous souhaitez. Donc ça suppose que vous soyez informé, que vous soyez informé de manière honnête sur le pronostic, ça c'est nouveau. C'est un savoir-faire de communication nouveau sur le plan relationnel. Les médecins français n'ont pas trop l'habitude de s'aventurer sur la discussion pronostique. Et puis ensuite, d'aboutir à l'accouchement de quelles sont vos préférences, éventuellement même de le rédiger pour pouvoir en tenir compte s'il y a un acteur non programmé qui intervient. Alors, on arrive à la notion de preuve, parce que le premier réflexe qu'on me dit, c'est non, mais tu rigoles, tu vas angoisser le malade si tu parles de pronostic, tu vas quand même pas, alors que tu viens de lui dire qu'il a un cancer du poumon avec des métastases, en plus lui dire que maintenant tu voudrais savoir s'il va être réanimé en cas d'arrêt cardiaque, tu es complètement dingo. Alors, la question a donc été posée. Est-ce qu'on peut recueillir les préférences d'un malade atteint de cancer métastatique au cours de son traitement en hôpital de jour d'oncologie? C'est le travail de l'équipe de soins palliatifs de Cochin, et la réponse est oui. Ce qui est intéressant, c'est que les soignants étaient assez réticents. On était globalement, on n'avait même pas forcément conscience, assez paternaliste. On avait assez peur que ça déclenche de l'angoisse, et en réalité, c'était peut-être de la nôtre dont ça parlait, parce qu'en pratique, beaucoup de malades, au contraire, étaient soulagés que ces discussions puissent avoir lieu. Donc, premier élément important, on peut avoir des discussions anticipées, même en France, pas qu'aux États-Unis, et les gens sont plutôt demandeurs. Et ça, c'est désormais prouvé. Alors, ça a des répercussions organisationnelles. Ça veut dire que là, par exemple, pour prendre l'exemple de l'hôpital Cochin, avant de commencer la chimiothérapie,
ou l'immunothérapie, le malade vient une première fois en hôpital de jour pour avoir le regard, c'est-à-dire qu'on fasse le tour de Notre-Dame, pas que le regard du cancérologue qui arrive de face. Et donc, le malade vient une première fois, il n'a pas de traitement ce jour-là, mais il va voir plein de professionnels différents en un même lieu qui vont chacun apporter un regard, à l'issue duquel il y a une RCP qui est susceptible de modifier ce qui était prévu par le cancérologue initialement. Donc là, chaque mot compte. D'une part, il y a des professionnels, des besoins, des risques, et l'autre élément essentiel, c'est une RCP susceptible de modifier les choses. Sinon, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la démarche clinique face à la complexité, c'est déjà d'identifier les besoins et les risques, donc un besoin d'appel au groupe, une mobilisation précoce des ressources et une codécision, ce qui est le principe des réunions de concertation pluridisciplinaire, en sachant que les réunions de concertation pluridisciplinaire qui existent en cancérologie, elles sont centrées sur le soin performant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux vis-à-vis du diagnostic ou du traitement, pas vis-à-vis de la personne. Donc c'est une autre RCP avec d'autres personnes, c'est pas la NAPAT, le radiologue, etc. C'est justement, cette fois-ci, une RCP qui est centrée sur la personne. Le deuxième élément fondamental à considérer, c'est la notion d'accompagnement et de coordination de parcours de soins, très à la mode en ce moment, puisqu'on veut même modifier les facturations en passant de factures à l'acte à des factures au parcours. Donc là, on est dans quelque chose qui va être assez important. Donc c'est plus qu'une affaire de consultation médicale ponctuelle, c'est aussi une affaire d'intervention sur un parcours de soins. Ça paraît intuitivement quand même être plutôt un progrès. Alors là-dessus, il y a du lourd en termes de preuves. Parce qu'il y a un essai randomisé américain, confirmé par un essai randomisé canadien, confirmé par 2 autres essais, qui montrent qu'en termes de parcours de soins et de ressenti pour la personne, si vous comparez introduire précocement l'équipe de soins palliatifs versus pas, eh bien, il y a une énorme différence en termes de vécu par le malade. En particulier sur l'objectif principal de cette étude qui était la dépression, eh bien, les malades sont beaucoup moins déprimés au cours de leur maladie si l'équipe mobile de soins palliatifs est intervenue précocement à l'entrée de la maladie. Là, c'est un essai dans le cancer du poumon métastatique. Alors, vous voyez le paradoxe, les cancérologues vont plutôt dire « oulala, pas de médecin de soins palliatifs ou d'équipe de soins palliatifs d'emblée, vous allez faire peur aux malades, la mort, etc., méchants soins palliatifs ». La réalité, c'est que ça a exactement l'effet inverse. Au contraire, ça diminue la dépression des malades et c'est prouvé. Encore plus extraordinaire, alors ça nous a complètement scotché, 2 essais randomisés. Parce que quand il y en a un, on se dit il y a peut-être un biais, une erreur, ça arrive. 2 études cliniques randomisées, c'est-à-dire qui comparent vraiment par tirage au sort. 2 comportements. Le premier, comme d'habitude, vous venez me voir en consultation, il y a un programme de soins, on se revoit en consultation après un certain délai pour réévaluer les choses. Donc la médecine, elle est comme ça aujourd'hui. On se revoit de temps en temps et on réévalue les choses. Donc c'est discontinu. Et pourquoi c'est dans 3 mois plutôt que dans 2 mois et demi ou dans 3 mois et demi? C'est comme ça. Il n'y a pas de raison spéciale. Ce qui a été comparé, c'est faire comme ça. Ou bien, toutes les semaines, le malade envoie des informations sur où il en est. Il donne des nouvelles. Ce que les Anglais appellent « patient reported outcomes ». Et il y a une différence en survie gigantesque. C'est-à-dire que si on a des informations en direct sur l'évolution du malade, quand je dis en direct, régulièrement, et non pas en attendant la prochaine consultation, le résultat au cours d'un cancer évolutif est majeur, c'est-à-dire que la différence de survie, elle est plus importante que celle qu'apporte la chimiothérapie ou pas. C'est énorme comme différence. Et donc là, on va forcément devoir reconsidérer la manière de s'organiser. Alors là, vous avez plein de start-up sur les outils nomades, Internet, machin, pour transférer des données à l'hôpital pour que le malade tape sur son iPad ou autre, voilà, j'ai ci, j'ai ça, et puis hop, ça arrive. Bon, ça peut être des outils comme ça ou pas, mais en tout cas, le principe qui a un suivi, un accompagnement, quand même un mot majeur, on est bien d'accord, eh ben, la notion d'accompagnement, maintenant, on sait que non seulement elle a un effet sur le ressenti de la personne, mais en plus, elle augmente sa durée de vie. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas forcément envisagé. Et que plus vous voyez la personne, y compris en ne faisant que l'accompagner, et plus sa durée de vie augmente. Ça, c'est quand même énorme.
Alors du coup, ça veut dire que la fréquence du lien influence la survie. Donc ça, c'est 2 essais randomisés, c'est prouvé. Ouais, donc la notion d'accompagnement, elle a des répercussions qui dépassent complètement ce qu'on avait envisagé. Et ça aboutit forcément à repenser les organisations, si on veut être capable d'accompagner à des échelles de quantité de malades qui sont considérables. Et ça revalorise aussi la notion d'accompagnement. C'est tout ce qu'on avait l'habitude que ce soit, mais c'est aussi ça. Le deuxième point, c'est la notion de décision. La décision, ça doit être une démarche éthique, et donc qui décide, comment, quand, avec qui, pour qui. Alors là, vous savez que l'hôpital, c'est un des lieux les plus hiérarchiques après l'armée. Hein. C'est très, très hiérarchisé. Et dans les staffs, ça peut se ressentir. On est d'accord? Eh bien, là aussi, maintenant, on va voir qu'il y a des preuves que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors d'abord, un rappel, les malades s'étaient plaints d'un certain nombre de choses qui avaient conduit au plan cancer 1, qui avaient conduit à revoir un certain nombre de modes d'organisation, etc. Et finalement, c'est un décret en 98 qui a imposé en cancérologie qu'un malade qui a un diagnostic de cancer ou une première rechute ait systématiquement une réunion de concertation pluridisciplinaire. Avant, si vous alliez aller voir le chirurgien, vous aviez d'assez bonnes chances d'être opéré. Si vous alliez voir le cancérologue, vous aviez d'assez bonnes chances d'avoir une chimiothérapie, mais ils n'allaient certainement pas discuter ensemble du dossier. C'était comme ça avant, hein. Quand j'étais étudiant, c'était comme ça. Donc maintenant, c'est plus comme ça, puisque les établissements ne sont pas certifiés s'il n'y a pas de RCP. Donc maintenant, on est bien dans un dialogue, ça paraît aujourd'hui la moindre des choses, hein, où les différentes expertises vont discuter ensemble du dossier pour établir ce qui est le plus performant. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça a tout changé. Ça a tout changé, que le cancérologue, qui à l'époque était le mauvais objet, celui qui faisait peur, fallait pas dire cancer, fallait pas dire cancérologue, fallait pas dire chimiothérapie, on était la mort, on était les méchants, on faisait peur. Il fallait juste dire qu'on opérait le malade. Éventuellement, il allait dire ou pas qu'il avait un cancer, on ne sait pas forcément. Et bien là, du coup, le fait qu'il y ait cet RCP, ça conduit à rendre possible que les soins bénéfiques du cancérologue ne soient pas proposés à la dernière minute quand ça ne sert plus à rien, mais précocement, voire même avant l'opération ou très peu de temps après. Et ça, c'était prouvé par des essais randomisés que c'était bénéfique. Mais les chirurgiens, ils le savaient, mais ils le refusaient. Et donc, première démonstration du bénéfice de la chimiothérapie dans le cancer du sein localisé 1970, en routine 1990. Hein, donc ça ne suffit pas à la preuve. C'était nécessaire, mais ce n'était pas suffisant. Ce qui a fait la différence, c'est les RCP. C'est le fait d'être obligé de nous entendre lui dire « Attends, stop, là, il y a une raison de faire quand même pas que la chirurgie. » Donc on a mis 30 ans, et en fait on n'a pas convaincu les chirurgiens, ils étaient contre. Enfin certains. Certains étaient d'emblée pour, mais beaucoup étaient d'emblée contre. Et pourquoi? Parce qu'ils préféraient décider seuls, par vanité, pour le pouvoir que ça leur donnait. Alors ils disaient que c'était inutile, le cancérologue, que ça faisait peur, etc. Bon, ça a duré comme ça longtemps. Et ça, c'était l'époque d'avant, c'est-à-dire l'époque où le cancer, on guérit ou on meurt vite. Donc là, c'était on guérit par le chirurgien ou on meurt, en fait. Maintenant, je vous ai dit, on est dans une situation ternaire. On peut être en situation métastatique, on ne va pas guérir, mais les soins oncologiques, donc prescrits par l'oncologue, vont conduire à pouvoir vivre avec longtemps. Donc maintenant, c'est le cancérologue qui se retrouve dans la position prétentieuse de dire moi j'ai plein de solutions, je suis merveilleux. Mais en situation métastatique, on est bien d'accord qu'on est confronté à l'incurabilité, donc à un moment donné à la mort. Donc l'expertise d'aval, tout à l'heure par rapport à la chirurgie, c'était l'oncologue, par rapport à l'oncologie, c'est le médecin de soins palliatifs. Et là, c'est le même problème. C'est le même problème. Le cancérologue dit du médecin de soins palliatifs ce que le chirurgien disait de l'oncologue. Ah non, mais on va quand même pas l'appeler, ça va faire peur aux malades, les soins palliatifs, etc., etc. Donc c'est le même problème, avec les mêmes regrets d'être appelé éventuellement trop tard, ou dans certains endroits, mais pas dans d'autres, avec certains médecins, mais pas avec d'autres. Et donc, on a mis 30 ans à convaincre les chirurgiens. Question, combien les soins palliatifs vont mettre de temps à convaincre les oncologues?
qui ne sont pas moins vaniteux que les chirurgiens, a priori. Eh bien, les preuves sont une arme puissante contre la vanité. Puissante. Et c'est le moyen le plus efficace pour un médecin de soins palliatifs pour bousculer les comportements inadaptés de ses collègues, ouvrez les guillemets curatifs, puisque là, le terme n'est même pas adapté, puisqu'on parle de malades dont on vient de dire qu'ils n'allaient pas guérir. Et ça, je dois dire que je l'ai constaté grâce au docteur Vinan à Cochin, qui se bat comme une lionne contre l'institution de la science publique, ses mandarins, le mépris institutionnel vis-à-vis des soins palliatifs, le mépris d'un certain nombre de professeurs de médecine interne, de ci, de ça, vis-à-vis des soins palliatifs, et où, en leur mettant sous les yeux l'évidence base médecine, elle les fait taire. Et elle obtient des moyens. Donc oui, l'épreuve, c'est finalement, en s'appropriant le langage de l'autre, un moyen très puissant comme levier de changement. Alors, vous me direz, on attend vraiment besoin. Regardez la situation. Ça aussi, c'est une preuve. BMC Palliative Care, donc justement le docteur Vinan qui avait fait une étude multicentrique où elle regarde quand est-ce que sont appelées les équipes de soins palliatifs en France, dans différents établissements, pour des malades qui ont un cancer ou pas. Et vous voyez qu'en moyenne, pour un cancer, les équipes de soins palliatifs étaient appelées 3 semaines avant le décès, en moyenne 7 jours pour d'autres pathologies, et que ça atteignait aussi des chiffres assez élevés pour des délais encore plus courts. Autrement dit, la notion d'accompagnement, elle était quand même clairement positionnée sur la fin de vie, voire la très fin de vie, et c'est difficile de faire un travail important d'accompagnement, de changement de la personne éventuellement, si on intervient aussi tardivement. Alors face à ce constat d'un recours tardif aux équipes de soins palliatifs et à l'existence de réticence, de résistance à l'intégration au bon moment des équipes de soins palliatifs, il y a une équipe américaine, alors là, que vous pouvez remercier tous les jours, qui s'est posé la question de savoir quel était le bon moment. Le bon moment pour appeler les soins palliatifs. Et donc, elle en a fait un sujet de recherche. Elle a d'abord demandé, est-ce que c'est faisable d'appeler une équipe de soins palliatifs d'emblée, au moment du diagnostic de cancer grave ? Évidemment, les cancérologues disaient « Ben non, vous êtes dingue, vous allez effrayer le malade ». Alors, elle commence par faire une étude de phase 2 de faisabilité. Vous voyez, très, très américain, ça. On fait les choses tac, tac, étape par étape. Donc, elle commence par tester sur 51 malades atteints de cancer du poumon métastatique. Est-ce que c'est faisable, dans leur département de cancérologie, que l'équipe de soins palliatifs vienne, se présente, interviennent éventuellement auprès d'un malade au début du diagnostic du cancer du poumon métastatique. Et sa conclusion, c'est oui. Et comme la conclusion, c'est oui, à ce moment-là, elle a fait ce qui est une des grosses bombes qui se sont produites en cancérologie, c'est-à-dire qu'elle a fait un essai comparatif, elle a comparé chimiothérapie dans le cancer du poumon métastatique, comme d'hab, ou chimiothérapie, comme d'habitude, le malade mais on rajoute l'intervention de l'équipe de soins palliatifs au diagnostic de cancer du poumon métastatique sur la notion que c'est une maladie évolutive grave. Et que s'est-il passé ? Eh bien, elle trouve une différence en durée de vie énorme. Alors, vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec les courbes de survie dans le cancer du poumon, mais je peux vous dire qu'en cancérologie, pour qu'un médicament soit commercialisé, on se satisfait d'une différence comme ça. Et là, vous voyez, la différence de durée de vie chez les malades qui, outre la chimiothérapie, ont les soins palliatifs, elle est considérable et elle augmente avec le temps. Et pour repositionner les choses, voilà le bénéfice du pémétrexate dans les adénocarcinomes pulmonaires métastatiques, vous voyez ? Et là, on a dit Alléluia, session plénière internationale à l'ASCO, AMM, coût du médicament, 3 000 € par la perfusion toutes les 3 semaines. Donc ça, on trouve ça extraordinaire, vous voyez. Ça, c'est le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante dans le cancer du poumon, dans les formes 1B. Aucun cancérologue discute l'intérêt de le faire. Il y a un bénéfice en survie, on ne va quand même pas chicaner. Il y a un bénéfice en survie, il a été confirmé sur un grand nombre de malades, plus 4% de bénéfice à 5 ans, chimiothérapie for everybody. Et maintenant, voilà le bénéfice des soins palliatifs. Est-ce qu'il faut appeler l'équipe de soins palliatifs ? Oh !
Non, quand même, vous êtes sûr? Le deuxième élément qui est intéressant dans cette étude, qui est encore plus troublant, c'est que non seulement l'apport des soins palliatifs, c'est d'augmenter la durée de vie, mais le bras rouge, c'est-à-dire le bras où il y a des soins palliatifs, c'est aussi le bras qui a reçu le moins de chimiothérapie. Alors ça, c'est très perturbant. Parce que pour moi, j'ai baigné toute ma vie dans l'idée que plus on recevait les médicaments efficaces, et si possible tous, et plus on allait vivre longtemps. Et voilà que là, ce ne sont pas les malades qui ont reçu le plus de chimiothérapie qui ont vécu le plus longtemps. Bien au contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les malades, ils vont dire à l'équipe de soins palliatifs, puisqu'ils la voient dans ce bras-là, systématiquement, vous savez, le cancérologue m'a posé une chimiothérapie, mais je suis tellement fatigué, franchement, je me demande si c'est vraiment pertinent, etc. Et l'équipe de soins palliatifs, elle discute avec le cancérologue, elle dit, vous savez, votre malade, lui, il n'est pas spécialement demandeur. Hein. Et donc, finalement, il y a moins de chimiothérapie poursuivie à mauvais escient. Et comme on a deux manières de mourir dans le cancer du poumon métastatique, soit de métastase, ce qui peut être corrigé éventuellement par une chimiothérapie efficace, soit de cachexie, ce qui ne peut être que aggravé par la chimiothérapie, eh ben, le fait d'arrêter des chimiothérapies inopportunes, ça se traduit par un gain en durée de vie accrue. Et donc, ça remet en question le credo des cancérologues, c'est pas plus on fait de chimio, mieux ça sera. Hein, il y a des moments où c'est bien d'en faire, il y a des moments où c'est bien de ne pas en faire. Alors bon, quand on a un résultat qui ne nous convient pas, on dit il faut le confirmer. Ça prend du temps, on gagne du temps. Il est confirmé. Il est confirmé par d'autres. Donc maintenant, on est quand même un peu en difficulté pour le contester. Alors là, pour le coup, il faut quand même reconnaître que le comportement vis-à-vis des preuves n'est pas le même selon les pays. C'est-à-dire à partir du moment où il y a la preuve, aux États-Unis, c'est un standard. Ça ne se discute plus. En France, je vous les juge. Alors vous pourriez me dire, oui, ok, il y a peut-être un bénéfice, mais enfin, est-ce que c'est bien si grave que ça, hein, qu'on les appelle plus tard l'équipe de soins palliatifs? Ça expose à pas mal de problèmes, hein, que vous connaissez bien, et qui sont également prouvés scientifiquement. Ça augmente le risque d'obstination déraisonnable, ça aboutit à des trajectoires de malades inappropriées, ça augmente la souffrance des équipes, et ça augmente la probabilité de décéder dans des lieux inadaptés. Ça, je pense que vous l'avez pas mal entendu, vous l'avez pas mal constaté. Et bien maintenant, regardons là aussi les preuves. Donc ça, c'est un travail, c'est les données sécurité sociale françaises. Sur 3 ans, tous les malades atteints de cancer du poumon métastatique en France hospitalisés. 65 000 malades. Donc là, on ne parle pas d'un truc à la marge. Hein. Et on s'est demandé, qu'est-ce que ça change que l'objectif palliatif ait été défini tôt ou pas? C'est-à-dire qu'on ait identifié que le malade est en situation palliative ou qu'on ne l'ait pas identifié. Quand on l'a identifié, c'est à gauche, vous voyez, si on l'a identifié 3 mois avant le décès, vous avez 1% des malades qui meurent intubés ventilés, parce que peut-être que le malade il est parti en vacances à un endroit, il est arrivé aux urgences, les gens ne le connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'il était en situation palliative, etc. Il suffit qu'il y ait un acteur non programmé, en fait, et éventuellement, il peut y avoir un acte inapproprié. Par contre, quand on n'a jamais dit que la situation était palliative, alors là, c'est 10%. 10% de malades en France, intubés, ventilés, pour un cancer du poumon métastatique en fin de vie. Voilà la situation actuelle quand il n'y a pas de soins palliatifs précoces. Alors ça, vous pouvez le convertir en euros si vous voulez. Hein. C'est des milliards. C'est pas des centaines de milliers d'euros. C'est pas des millions, c'est des milliards. C'est des milliards gaspillés. Donc vous imaginez si vous transformez ça en infirmière, en psychologue, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que les cancérologues continuent d'avancer de travers? Est-ce qu'on peut compter sur le fait qu'ils vont corriger tout seuls? Qu'il va suffire de verser un peu de culture palliative sur leur front et tout ira mieux? Non. Parce qu'il y a des raisons assez lourdes qui conduiront au fait qu'ils persévéreront dans l'erreur spontanément. Et là, il y a un autre niveau de preuve qui est intéressant, qui cette fois-ci n'est plus dans le registre de la médecine. Là, je m'appuie sur 2 sortes de travaux. Ceux du médiateur du RAID, hein, les policiers qui interviennent en situation de crise. Super son bouquin, puis il fait des conférences, c'est super intéressant. Et en particulier, il introduit la notion de circuit froid et de circuit chaud. S'il y a un forcené qui a
qui a pris en otage sa femme et un enfant et qui veut leur mettre une balle. Vous avez le raid qui débarque, et la question c'est, est-ce qu'on négocie ou est-ce qu'on le flingue? Donc le médiateur commence à essayer de discuter avec le gars, et puis lui, il est dans le circuit chaud. Il se prend les émotions, le gars lui gueule dessus, il est en colère, il est stressé, il y a du stress là. Et le circuit chaud, c'est pas lui qui décide. Jamais. Justement parce qu'il est pris par les émotions. Donc dans le système du raid, le staff qui va décider si finalement on tire ou on continue de discuter, c'est des personnes qui sont en arrière et qui ne sont pas au contact direct du forcené et qui ne vont donc pas être influencés par la charge émotionnelle de la situation et qui vont décider à froid, bon, sur les éléments qu'on a là maintenant, ok, on continue de négocier, ou bien non, là maintenant ça suffit, on lui met une balle. Donc ça c'est le constat du raid, c'est-à-dire si vous êtes dans une situation de crise et qu'il y a une grosse charge émotionnelle, c'est pas la personne qui est dans la charge émotionnelle qui va le mieux réussir à prendre une décision juste, c'est un groupe, et c'est un groupe qui est plutôt à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait en médecine? Vous avez un médecin référent qui est tout seul en consultation avec le malade. Donc lui, il se prend la charge émotionnelle, la colère, les angoisses, les sanglots, le désespoir, et c'est lui qui décide tout seul. Donc ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui est aussi très intéressant, c'est ce livre. Alors, si vous ne l'avez pas lu, vraiment, il est super, vous allez vous marrer. C'est Les décisions absurdes par Morel. Et donc il rapporte un tas de situations réelles, où il s'est passé un truc absurde. Un accident grave, mais qui aurait pu être prévenu. La décision qu'a prise la personne n'avait pas de sens. Et il regarde pourquoi. Et dans un certain nombre de cas, la raison, c'est que c'était évitable, mais la personne n'a pas osé le dire. Parce qu'il y avait un lien hiérarchique et qu'elle n'a pas osé contrer le chef. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit à l'hôpital. C'est-à-dire que si le chef de service dit, bon, chimiothérapie, la probabilité que l'infirmière, l'aide-soignante, la psychologue, l'interne, éventuellement même le chef de clinique disent « Attendez, là, monsieur, quand même, vous savez, là, etc. » Donc là, le poids de la hiérarchie n'est pas du tout neutralisé dans la prise de décision, et ça conduit à un biais considérable et à une non-justesse dans les décisions. En fait, il faut que la réunion commence et soit organisée d'une manière telle que tout le monde va se sentir autorisé de dire ce qu'il a vu, ce qu'il pense, de manière à ce qu'on approche la justesse le plus possible. Donc là, à l'hôpital, on est, mais alors, super loin. Il me reste 5 minutes, ok. Donc j'accélère. Donc il faut sortir le cancérologue de la solitude, et ça passe par la pluridisciplinarité. Alors ça, vous voyez, là-dessus, les Américains, ils rigolent pas. Donc ça, c'est la Société de cancérologie, et elle dit, il faut une intervention des soins palliatifs concurrente, c'est-à-dire en même temps, dès le diagnostic. Et ça c'est une intégration oncologie soins palliatifs, Lancet Oncology Commission. Donc ça, c'est la référence internationale, c'est un journal de référence en médecine. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un Français, qui pèse en soins palliatifs à l'échelle internationale. Ça, c'est un des problèmes. Mais toujours est-il que, ils disent clairement, en gros, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que quand on a une maladie chronique évolutive grave, c'est hyper important d'introduire précocement les soins palliatifs, et ils détaillent comment, d'ailleurs, comment procéder. Alors, pour l'instant, on est confronté à cette situation où le cancérologue ne sait pas arrêter sa chimiothérapie, et je vais aller plus vite parce que je vois que j'ai été trop lent. Je vais juste dire que là aussi, il y a des preuves pour aider à dire qu'il a tort d'insister avec sa chimiothérapie, parce que ce travail-là montre que les malades atteints de cancer, on peut séparer leur pronostic rien que sur la variation du poids et de l'IMC, c'est-à-dire plus vous avez maigri et plus vous avez un IMC bas, quel que soit le stade, et plus c'est mauvais. Et c'est un facteur pronostic indépendant, ce n'est pas une conséquence, c'est indépendant. Et donc si vous traitez le syndrome tumoral parce que c'est une prolifération incontrôlée, mais que vous ne vous intéressez pas à l'autre dimension, en fait, en durée de vie, vous allez y perdre. Alors, je vais passer là-dessus un peu vite, parce que malheureusement, le temps passe, mais je veux juste quand même que vous ayez en tête que c'est scientifiquement prouvé qu'en termes de durée de vie, la chimiothérapie, elle peut prétendre, quand elle marche, avoir un effet sur les métastases, mais que c'est archi-démontré qu'elle va toujours aggraver la cachexie. Et donc, en fonction de la nature de la menace, c'est pertinent ou pas de faire de la chimiothérapie.
Alors j'avais 2 cas cliniques pour l'illustrer, mais je vais passer parce que c'est pas le... Je vais passer là-dessus pour aller au dernier message que je souhaite absolument vous faire passer. Concernant les preuves, c'est aussi une arme puissante pour obtenir des moyens ou pour ne pas en perdre. Ça me paraît très très important. La médecine fondée sur les preuves permet de dire, c'est-à-dire en s'appuyant sur les essais randomisés que je vous ai dit, si une équipe mobile de soins palliatifs était un médicament, il serait commercialisé et le prix serait très élevé. Les équipes de soins palliatifs qui n'ont pas les ressources pour faire des soins palliatifs précoces sont dans la situation d'un cancérologue qui n'aurait pas la possibilité de prescrire une immunothérapie. Alors, je ne vous raconte pas le scandale que ça ferait. Ça, je peux vous dire, là, l'hôpital, on casse tout, là. Donc ça n'arrive pas, mais ça, c'est la règle générale en France actuellement. Et le troisième point, c'est qu'on nous dit qu'on n'a pas d'argent pour aligner les salaires des infirmières et des médecins, enfin de l'ensemble des soignants, sur les pays anglo-saxons, les pays du Benelux qui sont mieux payés. On nous dit qu'on préfère, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on préfère payer les médicaments et les équipements aux soignants. Et ça, on peut prouver scientifiquement que ça ne tient pas la route en termes de qualité des soins. Donc ça sert les preuves. Mais moi, j'ai un regret, et même carrément un stress, pour vous dire les choses. Le stress, c'est que les qualités même des médecins de soins palliatifs, en particulier leur empathie, fait qu'ils trouvent finalement beaucoup d'excuses aux cancérologues et aux directions pour que la situation ne bouge pas. Et là, malheureusement, quand on voit que nous, en gueulant, voire quasiment en se battant, on a mis 30 ans, je me pose vraiment la question de savoir ce qui va se passer et si les médecins de soins palliatifs ne vont pas disparaître avant que les éléments de preuve s'imposent. Car finalement, et je vais conclure là-dessus, ce qu'il faut pour améliorer la qualité des soins est connu. Simplement, maintenant, il faut le faire. Et pour le faire, il faut des ressources humaines. Et c'est pour ça que je fais partie de ces petits lutins en blouse blanche que vous voyez dans les rues de Paris ces derniers temps. Et je vais continuer. Alors, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci.